5 voyages pour coloniser Mars. En moins 200 avant Jésus-Christ, un homme se risque à confirmer son hypothèse, celle que la Terre est ronde. Cet homme s'appelle Ératosthène. Pour confirmer sa théorie, son expérience est simple. Calculer l'angle du Soleil selon deux villes espacées de 800 km, soit environ 5000 stades. Ces villes sont Syène et Alexandrie. À Syène, Ératosthène établit un puits. Comme l'expérience est faite le jour du solstice d'été, le solstice d'été c'est tout simplement le jour le plus long de l'année, et au moment où le soleil est à son zénith, le puits n'a aucune ombre à son fond. Cependant, à Alexandrie, 800 km plus loin, le constat n'est pas le même. L'ombre est étalée et confirme d'un angle de 7,2 degrés, comparé au puits qui en a 0. À ce moment-là, Ératosthène fait un produit en croix très simple. Pour deux villes espacées de 5000 stades, l'angle est de 7,2 degrés. Si la Terre est vraiment ronde, il faudrait donc trouver à la fin un angle de 360 degrés. À ce moment-là, il établit la circonférence de la Terre, qui vise tout simplement à faire un produit en croix. Là, on voit un lien très simple, c'est que 7,2, c'est le double de 3,6. 3,6 multiplié par 100, ça fait 360. Donc il suffit simplement de multiplier 7,2 par 2 fois moins, donc 50. 7,2 fois 50, et nous obtenons les 360. Donc il faut faire pareil pour la distance, selon le produit en croix. Les 5000 stades fois 50 font environ 25 000 stades de circonférence pour la Terre. C'est ce qu'établit Ératosthène en moins 200 avant Jésus-Christ, soit environ 40 000 km. Est-ce que la Terre est vraiment ronde ? C'est ce que va confirmer un explorateur, c'est un viking nommé Éric le Rouge, qui débarquera au Groenland. Le Groenland est cette terre nordique, à l'un des points les plus hauts de la Terre. Quel est le constat d'Éric le Rouge quand il voyage au nord du nord du nord ? C'est qu'à la fin, le soleil ne se couche plus. Et si le soleil ne se couche plus en cette terre, cela ne peut signifier qu'une chose. La Terre n'est pas plate, et en un certain point du pôle, le soleil ne se couche plus, et la nuit ne vient plus. C'est à ce moment-là que règnent les soupçons, et Christophe Colomb confirmera cette hypothèse en découvrant les Amériques. La confirmation que la Terre est ronde est aussi qu'elle n'est pas le centre de l'univers. Deux scientifiques vont être au centre des Lumières pour démontrer cette hypothèse. Ils se nomment Copernic, qui fera figure de précurseur, et Galilée, qui confirmera son hypothèse. Cette démonstration scientifique constitue l'un des plus grands pieds de nez à la religion qui contestait que la Terre était ronde. Il faudra attendre 1980, soit il y a près de 40 ans, pour attendre que Jean-Paul II confirme bien que la Terre est ronde. Et il n'y a pas que ça, c'est ce changement de paradigme qui fait que on ne croit plus au géocentrisme, soit la Terre au centre de l'univers, mais on croit maintenant à un héliocentrisme, puisque c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Après maintes conditions et avoir découvert que le Soleil était bien le centre de ce système, on découvre que les galaxies hébergent des milliers, des millions, des milliards d'étoiles. Et chaque étoile est un Soleil. Chaque Soleil signifie que peut-être d'autres planètes gravitent autour. Exoplanète, planète extérieure, donc extérieure au système solaire que l'on connaît. Et d'après les frères Bogdanov, pour faire émerger la vie, il suffirait de seulement deux conditions, que sont l'énergie, produite par le Soleil, l'habitat, les planètes qui gravitent autour. Donc, chaque étoile insinue un soleil, qui insinue des planètes, qui insinue la vie. Maintenant, sont-elles favorables aux conditions de vie humaines ? Nous avons donc vu, à l'époque de la guerre froide, que c'était une course à qui est la plus grosse en termes de coloniser l'espace. Les premiers à avoir posé le pied sur la Lune, et bientôt les premiers à avoir posé le pied sur Mars. La guerre est rude, et on parle de plus en plus de terraformer les planètes, soit
de transformer une autre planète en Terre qui puisse reproduire les conditions de vie adéquates pour que les hommes puissent y vivre. Mais un exemple pour établir de cette perspective, pour l'instant, sur Mars, il fait quotidiennement environ moins 55 degrés. Ce qui insinue donc que l'eau n'est pas sous forme liquide et que pour l'instant, ce sera assez compliqué pour les hommes. La Terre et la sensibilité écologique sont dans les combats de ce grand homme français qu'est Thomas Pesquet. Thomas Pesquet est reparti dans l'espace, dans la capsule qu'on appelle Crew Dragon. Et alors, quel est son quotidien ? Grosso modo, le voyage d'un astronaute se divise en 3 phases, que sont un quart du temps pour l'entretien, un quart du temps pour les loisirs et dormir, et 50% de sa vie là-bas à mener des expériences. Selon les dernières statistiques, Thomas Pesquet réaliserait près de 200 expériences durant son voyage de 6 mois. Pour être plus précis, on dirait 180 pour en faire une par jour. Une de ses missions, notamment pour laquelle il s'est entraîné, c'est de foutre des panneaux solaires en bout de station. Thomas Pesquet est un fervent défenseur de la cause écologique, notamment par ses très beaux livres illustrant des photos de la Terre depuis l'espace. Mais ne soyons pas dupes, la révolution écologique n'adviendra que lorsque ça rapportera. Et ce n'est pas un inconvénient. C'est d'ailleurs là que l'on trouve la cause de beaucoup de révolutions. Lorsque les déchets rapporteront quelque chose, tout le monde y trouvera son intérêt. Et il faudrait être imbécile pour laisser tomber les déchets qui puissent te rapporter de l'argent. C'est ainsi comme ça qu'on bouleversera le paradigme d'aujourd'hui. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire un parallèle sur 3 points qui peuvent t'intéresser. La plus jeune astronaute a 19 ans, elle s'appelle Alyssa Carson, et elle te sera certainement très inspirante au vu de sa précocité et de son intelligence. Deuxièmement, un grand homme est mort il y a maintenant quelques années, Stephen Hawking, qui avait bien dit « Le premier ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance ». Et c'est pour ça que peu importe ce que tu sais, l'important c'est de s'adapter, c'est d'apprendre et de désapprendre. C'est d'être tout simplement adaptable. Et c'est d'ailleurs la cause que l'on défend sur XLR avec tous ces livres et le fait d'être en constant apprentissage. Si tu veux apprendre cette compétence, et notamment lire par exemple 30 livres en 30 jours, tu peux aller voir mon école en description. Et pour finir sur ces voyages dans l'espace, je terminerai en disant que tous les voyages du monde ne vaudront pas celui que tu peux faire dans ta tête.